amis, bienvenue dans une nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est avec Jordan. Salut Jordan. Hello Enzo. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Je suis très content du coup de vous partager un nouveau témoignage, un nouveau retour d'expérience d'entrepreneur du web. Aujourd'hui, on est avec Jordan, un membre de la tribu depuis plus d'un an. Je dirais peut-être un an et demi, 2 ans aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ouais, juillet 2021 de mémoire. Et du coup, Jordan, il a fait des trucs très sexy. Il a réussi à créer un business à 5 000 € par mois sans avoir à prospecter grâce aux plateformes de microservices. Avant ça, bien évidemment, il a développé les compétences, justement, une compétence pour pouvoir vendre de la prestat de service. Et ensuite, on va voir justement comment sortir des plateformes de microservices pour avoir des clients plus premium et développer un business justement avec de la prospection, mais avec des clients aussi plus sexy. On va du coup refaire un petit peu le parcours de Jordan quasiment sur 2 ans, je crois ça. On est du début à la fin. C'est Et ça. puis, vous allez voir un peu ce qui se passe vraiment dans les coulisses du développement d'un business en ligne. Ça va servir bien évidemment à tous les prestataires de services, mais Jordan était également un des rédacteurs les plus connus et les plus, j'appelle ça les plus rémunérés, mais c'est celui qui vendait le plus sur la plateforme 5euros.com pour de la création de fiches produits e-commerce. Donc, je pense aussi qu'on aura l'occasion de glaner quelques tips sur ce point-là. Euh, Est-ce que j'ai rien oublié? C'est un peu ça la trame, on est d'accord, Jordan? C'est bien, c'est parfait. Qu'est-ce qui te passe dans la tête du coup au moment où tu te dis, tiens, je vais créer un business en ligne? Comment est-ce que tu en arrives à là? Je pense qu'il faut revenir à l'époque de mon CDI. Ok, J'étais consultant en recrutement sur des profils financiers à la base. ok. Comment est-ce que tu arrives à être consultant en recrutement? Tu fais quoi comme études? Alors j'ai fait un master en marketing, moi à la base, Ok, dont un an et demi en Australie. Je cherchais un métier un peu avec, du relationnel, vraiment du relationnel, et ce côté aussi vente, même si bon là c'est de l'humain, donc évidemment c'est pas de la vente, mais c'est en tout cas de c'est la... clairement de la vente, hein. Alors, ouais, faut pas le dire comme ça, mais globalement c'est un peu l'idée. Ah, les chasseurs de tête, c'est même un peu agressif, c'est même un peu hardcore. Ceux qui réussissent le mieux en général, c'est des excellents vendeurs et au lieu de vendre, j'en sais rien moi, des chaussettes ou des bouteilles d'eau, ils vendent du temps homme, quoi. Point barre. C'est ça Ouais. globalement. Du coup, j'ai été recruté dans une société qui était cotée en bourse à Londres, donc plutôt une grosse boîte. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc la première année, tout était parfait, je découvrais le métier, ça me plaisait bien, j'avais des super collègues. Et puis en fait, plus le temps passait, plus la routine commençait à s'installer. T'étais Euh, en France, du coup, il y avait des ouais, bureaux, c'était pas loin de chez toi? j'étais à Lyon, c'était en plein centre, donc c'était vraiment parfait pour moi à ce niveau-là. Mhm. Et un beau matin, je me suis réveillé et je commençais à me dire, mais en fait, la journée que je vais faire aujourd'hui, c'est la journée que j'ai faite hier, c'est la journée que j'ai faite la semaine dernière et c'est la journée que j'ai faite il y a un mois. Et c'est probablement la journée que je vais faire dans un mois et pendant les 10 prochaines années. Et ça a commencé à mûrir dans ma tête. En fait, je pense que je suis une personne qui déteste vraiment la routine, que Ok. ce soit dans ma vie pro ou perso, ou vraiment voilà, dans les deux. Dès qu'il y a la routine qui commence à s'installer, ça me fait peur et je déteste ça. Et là, c'était clairement le cas. Donc, je commençais vraiment à être de moins en moins heureux et épanoui au travail. Et ça a joué également sur mes résultats, sur mes performances. Et de l'un à l'autre, j'ai essayé de trouver une porte de sortie. Donc, j'ai commencé à chercher tout ce qui était business en ligne pendant que je travaillais, en fait, pendant mon CDI. C'est Donc, quoi au la bout de requête que tu tapes? C'est quoi comment est-ce que Voilà, tu tombes là-dessus? je pense qu'on a tous commencé à comment gagner de l'argent sur Internet au début, à regarder des vidéos Et qu'est-ce qui YouTube. t'attire de ça? Pourquoi est-ce que la première réflexion, c'est pas je vais trouver un autre boulot? Pourquoi est-ce que la première réflexion, c'est je vais créer un truc sur Internet? En fait, je pense que c'est le côté routine. En fait, je me suis dit, si je prends un autre job, bon, ça va être génial un an, et ça va être en fait la même chose qui va se remettre en place. Donc, c'est pas Ok. vraiment c'est vraiment le CDI, le salariat qui était un peu la source du problème, je pense. Tu avais Même si déjà identifié que tu voulais devenir entrepreneur ou jamais? ça a toujours été dans un petit coin de ma tête, même avant de faire du CDI. Mais après, j'ai pas eu, on va dire, l'opportunité où vu qu'après mes études, je suis directement arrivé dans le salariat, il n'y a pas vraiment eu d'opportunité pour vraiment me lancer dans ça.
Mais Tu gagnais bien ta vie? ouais, ça allait. Franchement, niveau salaire, il n'y avait pas de souci. Donc, c'était même pas, c'était vraiment le bien-être, en fait. C'était même pas le salaire. C'était vraiment le Qu'est-ce bien-être que qui était c'est là. bien gagner sa vie? En sortie d'école, c'était dans les 2000 en fixe et après avec des bonus. Donc, Ouais, c'est pas mal. en sortie d'école, ça va. Surtout qu'il y avait quand même un plan de carrière et c'était évolutif. Donc, à ce niveau-là, c'était très bien. Mais il me manquait ce côté vraiment liberté, en fait. Pouvoir C'était travailler. bien gagner ta vie pour toi à ce moment-là? Tu étais satisfait du coup Ouais, financièrement, ouais. ouais, franchement, à ce niveau-là, ça allait. T'as suivi, qu'est-ce qui t'a fait suivre ce plan école, grosse boîte, CDI, c'était un peu le carcan classique. Ouais, j'ai toujours été plutôt bon élève. J'aimais bien les cours. J'avais toujours ce côté un petit peu branleur quand même au lycée, jusqu'au Mhm. lycée. Ça a changé après à la fac, mais après je suis parti à la fac. Euh, mais c'est vrai que ouais, j'avais pas prévu ma vie vraiment avec, comme tu l'as dit, études, puis ensuite rentrer dans le droit chemin, entreprise, et jusqu'à 60 ans, et puis après partir en retraite. J'avais pas vraiment prévu ça au départ, mais c'est arrivé. Et puis, heureusement, j'en suis vite rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. T'as quel âge Euh, quand tu te rends compte de ça, justement? 25-26. Ok. Ouais, Assez tôt, finalement. ouais, 25-26 ans. Et c'est vrai que, en fait, je me disais, mais si au bout d'un an de salariat, j'en ai déjà marre, mais qu'est-ce que ça va être dans 30 ans? Ouais. C'est, Il y a un événement. Est-ce qu'il se passe un truc précis où là, tu te dis, faut que ça bouge? En fait, j'étais de moins en moins heureux. Ça se voyait dans les relations, aussi bien amoureuses qu'avec mes amis, ma famille. Et ils me disaient, on te reconnaît plus du tout. J'étais vraiment l'ombre de moi-même et j'étais vraiment devenu une loque, en fait. Où mes journées, ça se résumait à aller au travail, boire des pintes le soir pour évacuer la pression avec mes collègues. Et puis ensuite, on recommence bis repetita, bis repetita. Et un beau jour, je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, je peux pas continuer comme ça. T'as en tête ouais, une conversation que tu as eue comme ça avec ta famille, avec tes proches, où ils te disent Ouais, il y avait quelque chose d'assez marquant. C'est un jour ma mère qui vient me voir, elle limite enfin, les larmes aux yeux en me disant je te reconnais plus du tout, toi qui es tout le temps joyeux. Et du coup, enfin, ça m'a fait vraiment mal. Ouais, ça a vraiment été, je pense, un déclic. De voir aussi que autant moi qui sois triste, bon, à la rigueur, voilà, mais que ça affecte aussi tous mes proches, ça m'a vraiment fait du mal. ok, donc là, tu te rends vraiment compte que, il y a un truc qui cloche et qu'il faut bouger, entre guillemets. Ouais, clairement. Du coup, directement, tu te dis, tiens, ces vieux rêves d'entrepreneuriat, ces vieilles idées d'être indépendant. Ouais, en fait, je cherchais un peu sur Internet et je voyais qu'il y avait une sorte de tendance, entre guillemets, qui émergeait aux États-Unis sur le YouTube américain, tout ce qui était nomade digitalism, enfin voilà, en gros, travailler d'où on veut, quand on veut, On est en et quelle année à ce moment-là? 2017. Ouais. Ouais, 2017 à peu près. Et c'était aussi l'âge d'or du dropshipping, où ça arrivait, enfin, il y avait vraiment des formations de partout et on voyait que ça sur YouTube. Sauf que Mhm. moi, ça m'intéressait pas vraiment. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas surfer sur cette tendance du dropshipping pour proposer des prestations bah, qui sont recherchées par des gens qui veulent se lancer dans le dropshipping. Donc, il y avait trois possibilités. Soit faire des Tu vas sites ou vendre des des... pelles aux dropshippers. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'était soit je créais des sites, mais j'avais pas vraiment les compétences pour. Soit je faisais le graphisme, mais pareil. Et par contre, il restait le côté rédactionnel et marketing. Là où j'avais quand même un diplôme et j'ai toujours eu cette appétence pour l'écriture, pour la vente, pour le marketing. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc au départ, c'était vraiment cette envie, mais j'avais pas vraiment de formation là-dedans en fait. Bah, comme tu aimes bien le dire, c'était vraiment du fake it until make it. C'était vraiment ça. Et je me suis dit, bah, comment je peux vendre mes prestations, sachant que j'ai pas envie de démarcher des masses, parce que je passe déjà plus de 40 heures au travail, j'ai déjà de la pression, donc j'ai pas envie de rentrer chez moi à 20 heures et faire de la prospection. Enfin, voilà. Et c'est là où j'ai cherché des marketplaces bah, pour mettre en avant mes services. Donc il y avait le choix avec Fiverr. Ah, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup là. Ouais, Cette définition et de validation de niche, elle te vient ouais, très rapidement, assez naturellement, parce que bah, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu vas construire ton business non pas sur ce que tu sais faire ou ce que tu aimes faire ou je sais pas quoi. C'est sûr, tiens, il y a une opportunité. En ce moment, tout le monde veut faire de l'e-commerce en dropshipping.
Ils ont besoin de fiches produits. Du coup, je vais faire des fiches produits. Ça, Bah, il y ça, a, ça se construit vraiment comme ça? bah, y a quand même le côté que j'aime le marketing. J'ai toujours aimé ça, j'aime écrire. Donc au final, même si j'avais pas vraiment de diplôme, bon, j'avais à peu près les compétences au moins pour me lancer. Alors certes, au début, ça allait vraiment pas être parfait, mais en même temps, c'est en travaillant et en faisant des prestations que j'allais m'améliorer au fur et à mesure. Et c'est vraiment dans cette optique-là, avec ouais, que je me suis lancé. Ok, Donc, donc tu te dis, voilà, je vais devenir rédacteur, marketeur pour aider les mecs à vendre leurs trucs en e-commerce. ouais, ce qui est drôle, c'est qu'au début, je me considérais même pas comme un copywriter, parce que je pense qu'en 2017, je connaissais même pas le terme. Mhm. J'étais vraiment rédacteur e-commerce. Et puis, j'ai commencé à creuser, évidemment, parce que ça me plaisait de plus en plus. Plus je faisais des fiches produits, plus ça me plaisait. Donc, j'ai voulu m'améliorer aussi. Donc, j'ai regardé, j'ai cherché du contenu, lis des livres. Et là, vraiment, ouais, le copywriting est vraiment apparu. Et j'ai commencé vraiment à vouloir créer des services aussi un peu annexes autour du copywriting, donc des pages de vente, des emails, et pas forcément rester uniquement sur de la fiche produit. Donc au départ, c'est vraiment, bon bah voilà, je sais écrire, je sais entre guillemets vendre et faire du marketing parce que je l'ai étudié. Mm. Allez, je me lance, on y va, quoi. Ouais, c'est l'idée. C'est clairement Et ça. donc du coup, les plateformes effectivement pour vendre, il y avait Fiverr, il y avait quoi d'autre? Comment ça se passe du coup dans ton process? Il y avait Fiverr surtout. Et le petit, on va dire, français émergent, 5euros.com, donc maintenant qui s'appelle ComeUp, mais à l'époque c'était 5euros.com. Ouais, comme j'ai dit, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête au début. Donc autant je pouvais le faire en anglais parce que je parle anglais couramment, mais je me suis dit on va rester en français, on va faire les choses simples. Et je me suis lancé sur 5euros.com. À savoir que 5euros.com à l'époque, en 2017, c'est pas le 5euros.com d'aujourd'hui. Il y Mhm. avait beaucoup moins de vendeurs, il y avait aussi moins de demandes, mais forcément il y avait moins de vendeurs. Donc c'était beaucoup plus simple de se faire une place à cette époque qu'aujourd'hui. Et ça a été entre guillemets un peu une chance que j'arrive à ce moment-là pour pouvoir me positionner et finalement assez rapidement devenir un peu entre guillemets, le vendeur numéro un sur la fiche produit. Alors du coup, comment est-ce que tu trouves ta première prestation? Comment est-ce qu'elle se passe la première presta? À combien tu vends? J'avais mis un service à 5 euros de base, 5 euros pour une fiche. Donc au final, moins la commission, ça revenait à 4 euros. Donc vraiment pas pour pas grand-chose. Mais tu sais, je pense que c'est comme la première vente en e-commerce ou la première vente que tu fais. Peu importe le montant, tu es super heureux parce que tu te dis, bah, s'il y a une personne qui m'a fait confiance, bah, potentiellement, je peux en trouver plein d'autres. Donc, c'était vraiment un grand moment. Ouais, j'ai lancé ça pour 5 euros. T'es au bureau, du coup, tu reçois un email, vous avez fait une vente ou un truc comme Euh, ça? ouais, je crois que j'étais au travail et je vois sur mon téléphone, bravo, vous avez une commande en cours. Surtout que j'avais absolument rien fait parce que j'avais fait zéro prospection. Donc, c'était vraiment la surprise totale à ce moment-là. Et t'avais jamais fait de fiche produit avant ou t'avais déjà, avant de te mettre sur les réseaux, t'avais déjà essayé d'aller chercher des gens directement sur Facebook ou de proche en proche, en bouche à oreille, pas du tout? J'en avais jamais fait. J'avais quand même regardé pas mal de boutiques, surtout des boutiques américaines, pour voir un peu comment ils structuraient ça, quels étaient un peu les arguments, etc. Mais Mhm. moi, j'en avais jamais vraiment réalisé. Donc la première que j'ai réalisée, c'était vraiment pour une commande. Tu connaissais des e-commerçants autour de toi Non, pas du tout. et ça t'a Non, pas non. du tout bloqué dans ton process? Tu t'es pas dit comment ça marche? Comment tu valides ton marché, tu vois? Tu te dis direct, bon, bah, c'est 5euros.com qui va me le dire? Ouais, en fait, je suis assez curieux. Donc au début, je me suis dit, je vais vraiment me former par moi-même, regarder ce qui se fait ailleurs, comprendre les grandes idées en fait d'une fiche produit, les structures, etc. Et ensuite, bah, si j'ai un client, bah, je tente ma chance, je lui propose ce que j'ai appris. Et si ça fonctionne, ben, c'est parfait. Et puis si ça fonctionne pas, bon, ben, tant pis, il me le dira, mais ce sera quand même une expérience pour évoluer par la suite. Et au final, ça s'est super bien passé. Il était super content. Il m'a même recommandé, je crois, à des amis entrepreneurs. Donc, et c'est comme ça que ben, de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir plusieurs commandes jusqu'à arriver tout en haut de l'algorithme dans les classements. Et donc, du coup, cette première fiche produit à 5 euros, bon, t'imagines que c'est pas rentable? Non, c'est clairement pas rentable, surtout qu'au début, je devais peut-être mettre 45 minutes pour sortir 100 mots. Enfin, c'était une galère au début. Mhm. Mais c'était vraiment, je me Mais disais, du ce coup, temps. te voilà gagner 4 euros en parallèle du travail, tes premières Eh oui. prestations. Eh oui, et mine de rien, c'est même pour l'ego, ça fait un petit goût, un petit coup de, ouais, un petit coup de boost.
Et on se dit, Ouais, tu retrouves un peu d'énergie, j'imagine, de vie à ce moment-là. ouais, ouais. En fait, c'est ce que tu dis, c'est autant au travail, j'étais complètement mort. Et j'étais heureux, en fait, quand je rentrais chez moi, que j'avais des commandes et tout, travailler. Et dans ma tête, mentalement, je me suis dit, bon, ben, en fait, d'ici quelques mois, ciao, ciao le CDI, je me lance vraiment là-dedans. Euh, Assez tôt, tu t'es dit, tu vas en faire une activité temps plein et. Bah, au début, non, parce que c'était les premiers mois quand même, c'était peut-être 50 euros ou 100 euros. Donc, bon, c'était un peu suicidaire de tout lâcher et de repartir comme ça. Mais en fait, je me suis dit, je vais attendre de faire pendant 3 mois d'affilée 1000 euros chaque mois. Une fois que j'atteins ce passage, je peux partir. Parce que si j'arrive à faire 1000 euros en travaillant quelques heures par semaine, bon, bah, après, ce sera assez simple de En scaler ça. parallèle du boulot, ouais. Voilà. Donc, et mine de Alors rien, justement, avant de parler des résultats de 5euros.com et en combien de temps tu as réussi à atteindre 1000 euros par mois, comment est-ce qu'on devient un rédacteur, un copywriter? Donc au début, tu pars un peu avec ta bite et ton couteau en mode on verra bien ce qui se passe. Et donc du coup, quelles ont été les compétences que tu avais qui t'ont servi pour pouvoir démarrer comme ça, un petit peu sans rien? Et ensuite, comment est-ce que tu es vraiment devenu un bon rédacteur? Je dirais que il y a deux choses. C'est vraiment se former au début, mais pas forcément des formations. En fait, être curieux et s'inspirer de ce qui fonctionne aussi bien en France qu'à l'étranger et de comprendre pourquoi ça fonctionne. Alors, c'est pas toujours simple, mais une fois qu'on arrive à comprendre un peu les structures, les mécanismes qui sont derrière ces succès, bah, c'est assez simple au final de le dupliquer et de proposer des choses par rapport à ce qu'on a appris. Donc typiquement, Après, tu regardes des fiches produits, tu ouais, regardes comment est-ce qu'elles sont structurées, tu regardes les images qui sont mises en avant, le titre, le copywriting, tout, c'est et tu essaies ça. de comprendre la logique marketing, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, avec la pratique, je réussis à trouver un peu ma plume, mon style d'écriture. J'ai vraiment mélangé les deux pendant pas mal de temps. Et après, j'essayais vraiment aussi de me former dans des compétences assez annexes. Par exemple, le SEO, qui peut être super intéressant. Avant, j'y connaissais vraiment absolument rien. Ouais. Et j'ai commencé à apprendre des choses de base, hein, mais qui sont quand même utiles dans le SEO. Un petit peu de graphisme pour faire des images à peu près sexy pour des fiches produits. Enfin, ce genre de choses. Qui t'ont permis du coup de devenir meilleur et de proposer un service plus complet, quoi. Et donc je disais, donc du coup, s'inspirer des fiches produits qui marchent et des marques qui cartonnent, répliquer, passer en pratique le plus rapidement possible sur tes clients, du coup, sur les gens qui t'achetaient des services pour voir ce qui fonctionne. C'est ça. C'est Et ça. En fait, c'est vraiment le moyen de savoir si ça fonctionnait. Parce que moi, je peux très bien écrire dans mon petit coin des textes, mais si je ne les mets pas en pratique et si je ne les confronte pas au marché, au final, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, c'était vraiment quand les clients étaient satisfaits et revenaient vers moi en me disant ah, ça merci, ton texte a cartonné. Bon, moi, j'avais une validation et je savais que ça pouvait fonctionner et que ouais, mon travail pouvait apporter des résultats. ok, donc la métrique, c'était les clients qui te disent ok, on a fait des ventes, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, maintenant, on va passer un peu plus sur la partie justement 5euros.com. Comment est-ce qu'on devient numéro un de la plateforme? Comment ça se passe? Du coup, tu fais ta première vente à 5 euros. Ensuite, est-ce que ça va continuer à s'enchaîner? Euh, Comment est-ce que tu vas faire pour développer ton trafic et tes ventes? Au début, c'était des ventes assez, on va dire, peut-être deux, trois par semaine. Donc forcément, ça ne va pas bien loin. Il m'a quand même fallu, je pense, une bonne année quand même pour arriver ouais, aux fameux 1000 euros par mois. Sachant que je faisais absolument rien, hein. C'était vraiment que de l'organique et je faisais zéro pub, zéro prospection. Donc En c'était un peu. parallèle des plateformes, tu veux dire? C'est ça. Hmm. C'est ça. Sur la plateforme, qu'est-ce que tu as mis en place pour améliorer la visibilité de ton service? Des petits Euh, tips pour ceux qui se lancent en microservice? Je pense que la vignette, déjà, doit être assez sexy et donner Mhm. envie, vraiment. Pas surchargé, vraiment un petit titre simple qui donne des informations directes et qui attise un peu la curiosité. C'est un peu des codes YouTube, hein, mais au final, ça fonctionne bien. Une bonne miniature. C'est ça, une bonne miniature qui donne envie de cliquer, un bon titre avec un mot-clé qui permet d'être bien référencé sur le site. Et puis ensuite, une description assez claire, avec des offres assez claires. Il ne faut pas 36 000 offres pour ne pas perdre le client. Vraiment quelque chose de simple, de concis. En fait, comme on ferait sur Amazon, par exemple, généralement, il n'y a pas 36 000 options oui, plein d'options. C'est vraiment un produit avec quelques petites options et voilà.
Et le plus simple c'est, le mieux c'est, généralement. Comment ça se passe alors, du coup, le développement sur la plateforme? Tu dis qu'il te faut à peu près 1 an pour monter aux 1000 euros par mois. Est-ce que déjà les premières ventes, bah, ça va créer justement de l'excitation et ça va aller mieux dans ta vie perso et tu vas trouver du plaisir dans le développement, dans ce process-là? Comment va se passer du coup cette année de grind, entre guillemets, de 0 à 1000 euros? En fait, ça s'est vraiment fait naturellement parce que c'est vrai que je comptais vraiment sur le trafic organique du site. Et comme je disais, je suis arrivé quand même au bon moment où on n'était pas trop nombreux sur la niche. Et en même temps, il y avait beaucoup de demandes dans le dropshipping. Donc forcément, ces deux phénomènes liés, ça a vite accéléré ma croissance. Après, il y a pas de recette magique, hein. C'est vraiment essayer. Il y a beaucoup de tests à faire aussi. Tester des offres. Je pense que j'ai changé l'offre d'offre peut-être 10 fois dans l'année. Changer le nombre de mots, changer le prix, enfin voilà, changer plein de paramètres jusqu'à trouver, entre guillemets, la bonne offre qui correspond au marché. Et une fois que je l'avais trouvé, ouais, ça a bien fonctionné. Les commandes étaient de plus en plus nombreuses, de plus en plus récurrentes aussi. Et c'est vrai que vu que c'est basé sur un algorithme, bah, plus on a de commandes, bah, plus on monte, et jusqu'à arriver à la première place. Ce qui s'est fait une bonne petite année à peu près. Combien est-ce qu'on vend? Parce qu'on a cette croyance sur les plateformes de microservices que bah, justement tu vends des trucs à 5 balles comme ta première Ouais. commande. Au final, quel était ton panier moyen ou quel est toujours ton panier moyen aujourd'hui? On va dire quand tu étais au top de la plateforme, à combien tu vendais en moyenne et combien de commandes tombaient par jour en automatique? Alors, le panier moyen était à peu près à. Au début, en tout cas, c'était aux alentours de 30 euros, 30-40 euros. Donc, on est quand même loin des 5 euros. Aujourd'hui, on est plus autour de 70-80. J'ai moins de Hmm. commandes, mais le panier moyen a quand même pas mal augmenté. Hmm. Euh, mais c'est vrai que. C'est toi qui as monté tes prix ou c'est les Ouais, offres qui sont meilleures? les deux, les deux. Hmm. J'ai augmenté les prix et forcément en termes d'expérience tout simplement et d'expertise de ce que je peux proposer à mes clients, je me voyais mal continuer avec les mêmes prix, sachant que ben, la prestation a largement évolué. Hmm. Donc voilà. Quand tu arrives à 30-40 euros, tout à l'heure tu disais il te fallait 45 minutes pour faire une fiche produit, enfin pour faire 100 Ouais. mots. Quand tu arrives à 30-40 euros, ça te fait à peu près 30-40 euros de l'heure ou tu arrives à le faire encore plus rapidement et augmenter ton taux horaire? Ouais, la prestation à 30-40 euros, généralement, c'était une prestation qui me prenait 30-40 minutes. C'est pas Donc, mal. ouais, sur une heure, je pouvais faire, quand ça tournait bien, je pouvais être à 70-80 euros, 80 euros de l'heure. Donc, ce qui était clairement bien. Après, évidemment, je n'avais pas du travail sur 4 heures d'affilée tous les jours, mais c'était déjà bien à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, j'ai vraiment voulu développer j'ai mis en place, bah, je peux donner des petits tips, mais c'est pour améliorer tout simplement et faciliter ma progression sur la plateforme. Je faisais une petite chose, en fait, c'est dès qu'une personne terminait sa commande, était satisfaite, je lui disais, ben, vous avez été satisfait de ma prestation. Si vous connaissez des gens autour de vous, n'hésitez pas à parler de mes services et je vous offrirai la prochaine fiche produit. En fait, je faisais une sorte d'affiliation comme ça. Mhm. Et par exemple, il y avait bah, des gens dans des groupes, parce que c'est vrai que dans le dropshipping, il y avait pas mal de groupes Facebook, etc. Et Mhm. une journée, je me suis retrouvé avec 15 commandes d'un coup, parce que quelqu'un avait mis mon lien dans un groupe Facebook. Donc c'est vrai que le bouche à oreille est ultra important aussi Bah oui, pour, complètement, ouais, c'est pour smart. accélérer. Et personne ne le fait, hein. Honnêtement, ça, en tout cas dans la prestation de service, personne ne le fait. Donc c'est des petits et des petits. Ça a bien marché pour toi en tout cas. Ouais, plutôt, ouais, plutôt. Quand est-ce que tu décides vraiment du coup de te dire je vais euh, arrêter mon taf, devenir entrepreneur à plein temps et me lancer? Bah, comme je t'ai dit, ouais, c'est quand je suis arrivé aux 1000 euros pendant 3 mois d'affilée. Plus ça correspondait au moment où j'étais vraiment au fond du trou au travail. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, on arrête. J'ai réussi à avoir une rupture co. Et on est parti voilà, en bon terme. Et puis c'était le moment de partir pour moi. Je savais qu'en plus, grâce à la rupture co, j'avais le chômage à côté. Donc ça, c'était le bon côté du système français. Donc le Bien temps sûr. de continuer à évoluer et à créer mon activité, bon, j'avais quand même cette bouée de sauvetage qui était là.
Au final, j'en ai pas vraiment eu besoin, mais bon, c'était toujours plus rassurant de savoir qu'il y avait ça derrière. Bien sûr. Et ça m'a permis de me développer vraiment avec l'esprit tranquille, de chercher de nouveaux clients. Quoi qu'à l'époque, je ne cherchais pas encore, je comptais vraiment sur le trafic organique, hein. Si je me rappelle bien, en fait, ça marchait vraiment bien. J'arrivais à faire, ouais, comme tu disais, du 4 000, 5 000 euros par mois, vraiment en full organique, sans faire zéro prospection. Et c'était vraiment vraiment le top à ce moment-là. Alors justement, en combien de temps on passe de 1000 à 5000 euros par mois sur 5euros.com? C'est assez Qu'est-ce qui s'est difficile. passé? Ouais, je vais parler de mon cas, parce qu'après, c'est assez difficile de répondre de manière, ça va dépendre des niches, etc. Mais Hmm. moi, en fait, il y a eu ce côté vraiment où le dropshipping était de plus en plus demandé. Et vraiment, j'ai vraiment surfé sur la vague jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment une des prestations qui se vendait le plus. À l'époque, quand je l'ai fait, je ne le savais pas encore. Mais Ouais. finalement, c'est vraiment la prestation. Parce qu'après, je vendais d'autres services, hein, des fiches pro, des pages à propos, des pages de vente, etc. Mais ce qui vraiment me faisait on va dire, un revenu récurrent, c'était vraiment la fiche produit. Et j'ai commencé à proposer plus d'offres, par exemple plus de fiches produits, des packs sur un mois, par exemple, où je faisais une fiche par jour. J'ai vraiment diversifié mon offre pour faire évidemment augmenter le panier moyen. Ouais. Et puis pour plaire au plus de monde possible, en fait, pour attirer le plus de clients. Et au début, j'avais vraiment cette idée de plus faire ouais, dans le volume, faire du volume, du volume, du volume, du volume. Au final, je m'en suis vite lassé, c'était pas la bonne stratégie. Je Hmm. préférais mieux prendre moins de commandes, avoir un panier plus élevé et prendre plus de plaisir à faire les commandes parce que forcément, les commandes étaient plus intéressantes aussi. Parce que c'est vrai que c'est un des points noirs, on en parlera peut-être après, mais l'un des points noirs des marketplaces sur des prestations de services, c'est qu'au final, on ne choisit pas vraiment les commandes. Tu choisis pas Donc, tes clients, ouais. Ça t'envoie du volume et. voilà, tu choisis pas, donc ça peut être aussi bien des commandes super intéressantes que des trucs vraiment, enfin, vraiment peu intéressants et pas du tout épanouissants. Hmm. Donc voilà, en augmentant les prix, ça permet quand même de faire un tri. Ouais. Et généralement, les demandes sont beaucoup plus quali et beaucoup plus sympas à traiter. On est du coup quoi? 2018, 2019 au moment où tu quittes ton taf, c'est quand? Fin 2019. Fin Ouais. 2019, tu décides de quitter ton taf. Ça va notamment être ouais, ça va être le début, on va dire, où certains gros youtubeurs vont arriver à faire un max de vues encore. Parce que ça va être clairement la fin de l'avènement du dropshipping, mais le début des vendeurs de formation un peu plus mainstream Mhm. sur le sujet. C'est intéressant. À ce moment-là, du coup, tu quittes. En combien de temps tu vas réussir du coup à monter à 5000? Je pense que ça a repris une bonne année. Le Covid est passé par là aussi. Et ça a Hmm. bien aidé. Honnêtement, ça a Ok, bien aidé parce qu'il y a plein de gens du coup qui étaient chez eux, qui cherchaient à s'occuper et à pourquoi pas créer une activité parallèle. d'accord. Parmi ça, il y avait l'e-commerce. Et du coup, il y a eu énormément de demandes en mars 2020. Et à partir de là, on va dire sur toute la période 2020, donc mars jusqu'à à peu près fin 2020, Ouais, donc toi, c'était le Covid, ça a été une bénédiction, quoi. 2020, c'est une ouais, super année pour toi, quoi. ouais, d'un point de vue business, ouais, clairement. Clairement. Euh, Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'était un objectif pour toi d'aller chercher des revenus jusqu'à 5000 euros par mois? Alors, je n'ai pas posé la question, mais j'imagine que tu vas créer une auto-entreprise assez rapidement dans le Ouais, process. ouais. Qu'est-ce que ça te fait de doubler ton salaire en faisant le petit side business que tu avais commencé en parallèle du boulot? Bah, honnêtement, je me disais, si je m'étais dit il y a 1 an et demi que j'arriverais à faire 5 000 € en vendant des fiches produits, j'aurais eu énormément de mal à y croire. Hmm. Et mine de rien, bah, c'était possible. C'est vrai que j'ai vraiment voulu, on va dire, bon, il y a eu le Covid, certes, et après, j'ai vraiment essayé de voir comment je pouvais essayer de pérenniser l'activité, parce que je pense que c'est le plus dur. Parce que faire un bon mois, bon, c'est tout à fait possible. Le faire tenir sur la longueur, c'est beaucoup plus compliqué. Hmm. Et c'est vrai que, bah, on en parlera ensuite, mais c'est ce qui m'a donné aussi envie de sortir un peu de la plateforme, parce qu'on ne contrôle pas tout au final. Il y a quand même des algorithmes derrière, il y a du trafic qui est derrière. Et au final, bah, tu peux très vite redescendre. Tu peux monter très vite, mais tu peux aussi stagner ou perdre aussi du chiffre d'affaires sans que tu aies forcément trop de levier derrière pour contrer. Ouais, la plateforme te met en avant, tu cartonnes. Elle te met au placard, tu cartonnes plus, quoi.
C'est ça. Et pourtant, j'aime diversifier dans l'investissement, par exemple. C'est toujours une de mes règles d'or, c'est de diversifier. Et dans mon business, je ne le faisais pas. Et je me suis dit, non, il faut vraiment que ça change. Ça, c'est plutôt, on va dire, 2020, ouais, 2021. Et en fait, on est arrivé à une sorte de stagnation où c'était au 2005-3000. Euh, bon, c'était toujours bien, hein, c'était toujours très bien. Mais au fond de moi, je me disais, j'ai quand même envie d'aller chercher plus. Et j'ai cherché en fait des manières comment, on va dire, étendre mon business. Hmm. Et assez logiquement, je me suis dit, bon, l'un des meilleurs moyens, c'est aussi de sortir, pas abandonner ComeUp, hein, pas du tout, mais en tout cas de diviser, on va dire, travailler sur des clients externes et de continuer mon activité en même temps Parce sur qu'à ce ComeUp. moment-là, tu n'as pas de site internet, tu n'as pas de Non. réseaux sociaux, tu communiques pas à l'extérieur de la plateforme pour vendre tes services. Ah, je fais absolument rien. Ah ouais, non, c'est terrible. Maintenant, si ce sera à refaire, je referai absolument pas comme ça. Mais oui, je suis connu uniquement sur 5euros.com et je suis un fantômailleur. Ouais, t'existes pas, mais en même temps, ça t'a permis de gagner ta vie assez rapidement, quoi. On peut pas, enfin assez rapidement. T'as mis Ouais, un an à sortir du trou, quoi. Ouais. ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je cracherai jamais sur ComeUp et c'est vraiment un super moyen pour se lancer. Après, si on veut aller plus loin, il faut quand même avoir d'autres cartes dans sa manche. Ouais, bon, ça t'a quand même permis du coup de faire des pics à 5 000, de stabiliser à 3 000 euros. Et à ce moment-là, tu dis, allez, ça y est, il faut que je développe mon entreprise et d'autres canaux de communication. Pour clôturer un peu sur sakuro.com slash du coup ComeUp, le nouveau nom qu'ils ont rebrandé, Mhm. euh, est-ce que tu penses que c'est la meilleure opportunité pour tout le monde de se lancer en microservice quand on est salarié, quand on a un peu un bagage scolaire ou des compétences et qu'on veut commencer à gagner sa vie en ligne? Est-ce que les microservices, c'est la solution? Moi, alors je sais ça a assez une mauvaise presse. Il y a beaucoup de prestataires qui vont dire absolument, faut bannir les plateformes comme ça. Moi, je dirais honnêtement non. Ça peut vraiment être un bon moyen de se lancer si on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas envie de se casser la tête à prospecter. Alors certes, on n'aura pas des résultats monstrueux, hein, certes, mais pour avoir quelques centaines d'euros par mois, en plus d'un travail, ça peut vraiment être une bonne solution. Après, si on veut avoir beaucoup plus et vivre vraiment d'une activité, ça, ça va être beaucoup plus compliqué, honnêtement. C'est clairement pas impossible. La preuve, j'accompagne des gens aussi en dehors pour les aider à lancer des business sur ComeUp et c'est tout à fait possible de le faire. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail qu'avant, où avant on se faisait porter par la croissance Par du site l'algo. et Hmm. puis c'est terminé. Maintenant, il Ouais. faut quand même mettre la main dans le cambouis et redoubler d'efforts. Mais, Ouais. c'est un très bon moyen. Si on a des compétences à monnayer, qui a une demande, c'est royal pour avoir des premiers clients. Et aussi se faire d'expérience, comme je l'ai fait au final. J'ai Ouais, pu c'est ça. développer. Moi, franchement, là où je trouve que c'est vraiment génial, c'est que ça a la capacité de casser des barrières très vite. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet? Bah, tu vas mettre un service et tu vas avoir un client. Alors peut-être pas le lendemain, mais peut-être de la Oh, semaine, peut-être dans les 10 jours, peut-être dans le premier mois. Et donc tu vas commencer à avoir des gens qui te payent pour un service, tu vas réaliser un service, ça va bien se passer si tu fais bien ton travail. Et donc là, à ce moment-là, il y a une espèce de case qui se débloque dans ta tête, une possibilité, une c'est ça. opportunité de travailler, de gagner de l'argent différemment à travers ton salaire. Et pour des profils qui ne sont pas 100% entrepreneurs, de prendre un max de risques, d'aller prospecter, d'aller rencontrer des gens, d'aller vendre des trucs, je trouve que c'est un super bon moyen de démarrer, vraiment. Tu vois. Mm. C'est très rassurant aussi. Exact. Parce que au final, t'as pas grand-chose à faire et tu peux commencer vraiment à créer une petite activité. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment le premier pied à l'étrier. Ça permet de Hmm. te rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, en plus de te faire du réseau, parce qu'au final, tu vas pouvoir travailler avec des entrepreneurs, te créer un réseau. Et puis, ouais, c'est vraiment un bon moyen de se lancer. Donc, du coup, les conseils que tu as pu nous donner, c'est offrir des cadeaux à des clients pour qu'ils te recommandent à d'autres clients, C'est un bon moyen. faire jouer beaucoup le bouche à oreille, Mm, mm. récupérer des avis systématiquement. J'imagine que c'est important Ouais, sur la plateforme. clairement, clairement, ça aide. Mm, mm. Ouais, Et après, oui. la bonne miniature, tu disais tout à l'heure, un titre Bonne, simple, bien référencé. Ouais, une description claire, une bonne offre claire, pas 36 000 offres. Le mieux, ce que je recommande, c'est de faire 3 packs généralement. Un entrée de gamme, un milieu de gamme, un haut de gamme. Et voilà. Et C'est si quelqu'un te dit, mais moi, je sais rien faire, Jordan. c'est fou.
on sait tous faire quelque chose, honnêtement. Et puis, en fait, je pense que le plus simple, c'est on se pose 5 minutes, on prend une liste, on note ce qu'on aime faire, dans quoi on est à peu près bon. Pas besoin d'être un génie hein, ou avoir 36 000 diplômes, pas besoin. Euh, on va sur Fiverr ou sur Comop, on regarde si des gens proposent déjà ce type de service. S'il y en a, il ne faut pas prendre ça comme oh, bah non, il y a déjà trop de monde. Non, c'est-à-dire qu'il y a une demande et que les gens sont prêts à payer pour ça. Et après, on se lance. Et puis, de toute façon, bon, bah, si ça décolle pas, bon, bah, tant pis, mais au moins tenter et voir s'il est possible de faire quelque chose. Alors clairement, pour clôturer cette partie microservices, vous pouvez apprendre à mettre en étant payé pour. Ça n'a vraiment pas ça a vraiment pas de valeur et ça vous permet de tester très rapidement sans avoir à crier au monde que vous êtes entrepreneur. Parce que si vous dites sur Facebook ou je sais pas où, ou dans des groupes, bonjour, je suis machin, et puis 3 mois plus tard, bonjour, je suis machin, qui est complètement autre chose, même vous, ça peut être compliqué à vivre en fait. Là, l'idée, c'est que tu peux créer des services dans plein de domaines différents, voir un peu ce qui va te plaire, voir un peu ce qui va marcher le plus. Et aujourd'hui, typiquement, si tu peux apprendre sur YouTube gratuitement la rédaction SEO, devenir rédacteur SEO. On en recrute tous les mois. Je dépense un budget de malade en rédaction SEO, que ce soit page catégorie, article ou fiche produit. Il y a toujours des besoins. D'accord, que ce soit à l'international via Fiverr ou que ce soit en français sur 5euros.com. Si tu aimes bien faire du Photoshop, du Canva, tu peux faire des images pour les réseaux sociaux, pour les entreprises, tu peux faire des logos, tu peux faire des bannières, tu peux faire des miniatures sur YouTube. J'ai fait bosser plein de gens. Avant, je payais 5 balles la miniature. Aujourd'hui, je paye 25 balles la miniature. Ça commence à faire du volume. Tu peux très bien faire du montage vidéo de base, juste découper. Et après, tu deviens meilleur en montage vidéo si ça te passionne. Tu peux devenir auteur et écrire des trucs. Tu peux, dans tous les cas, faire une mission. Si tu parles français, que tu écoutes le français, tu peux faire la transcription. J'ai acheté pendant longtemps de la transcription de mes vidéos pour avoir les sous-titres en français, pour mettre par au-dessus les vidéos. Et ça coûte cher. On paye ça à la minute. Si tu as du temps, que tu parles français, que tu entends le français, que tu sais écrire, bah, tu peux faire de la transcription et être payé pour ça. Ce pas les jobs les mieux payés au taux horaire, mais c'est pas mal et tu peux déjà commencer à gagner de l'argent sur Internet. Tu as d'autres idées de jobs qui peuvent être faits, Jordan? Community management. Ouais, gestion des réseaux sociaux. Ouais, après tout ce qui est. Il y a pas mal de gens aussi qui font du développement maintenant en no-code, où il n'y a plus besoin d'apprendre pendant des mois et des mois et des mois des langages. Ouais. Maintenant, voilà, ils peuvent créer des sites sur WordPress. Enfin, il y a plein de possibilités, franchement. Et c'est impossible de ne pas trouver quelque chose avec lequel on a un minimum enfin, on prend un minimum de plaisir à le faire. Il y a tellement de choses à faire que. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un bon summary sur ce bout de plateforme de micro-services. Et je vous invite vraiment, si ça vous parle, si vous avez envie de déléguer vos premiers euros, ça peut être une vraiment bonne solution. On vous met un lien dans la description dans tous les cas. C'est un lien d'affiliation. Je pense qu'il y a un petit bonus à l'inscription. Je ne sais plus vous dire quoi, mais Ouais, c'est un mois offert, il me semble, d'abonnement premium. voilà. Bon, Donc, allez-y et profitez-en. pour se Moi, il me lancer par semble que ici. j'ai 12 euros sur ma cagnotte à Oh, récupérer. Dans tous les cas, c'est surtout pour vous faire profiter de ce mois offert. J'avais eu l'occasion d'interviewer un des cofondateurs de la plateforme qui s'appelle Guillaume, Guillaume. qui avait également lancé plein d'autres projets géniaux. Je l'avais interviewé en 2017, je crois, lors du Salon des entrepreneurs ou Salon de l'entrepreneuriat à Paris, un truc du genre. Bref, c'est sur ma chaîne YouTube. Si vous vous perdez un peu, on vous mettra le lien dans la description. Euh, c'est beau ce qu'ils ont fait en montant clairement le copycat Fiverr en France et en le faisant correctement. Et ça ouvre plein d'opportunités. Ceci étant dit, du coup, tu fais entre 2500 et 3000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à la plateforme. Mais tu te dis, bon, voilà, maintenant, ma vie en dépend. Je ne peux pas me permettre de faire non plus des hauts et des bas. Il faut que je reprenne un peu le contrôle sur le chiffre d'affaires et sur mon business. Et tu te dis, il faut que j'arrive à trouver des clients par moi-même. Tu n'aimes toujours pas prospecter. Puis en plus, tu n'en as pas eu besoin pendant 2 ans pour gagner de Ouais, l'argent. surtout ça. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Qu'est-ce que tu décides de faire? Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher?
Alors, c'est vrai que ouais, la prospection, c'était pas quelque chose que j'en avais fait beaucoup dans mon CDI à l'époque, et justement, ça m'en avait un peu dégoûté. Et Mhm. j'en avais plus fait pendant 2 ans. Donc, retour à la prospection, c'était pas la chose la plus simple. Donc, je me suis dit, je vais d'abord commencer par mon réseau. Donc, les clients avec qui j'avais déjà travaillé, s'ils pouvaient me recommander, etc. Et on arrive à l'époque où il y a la tribu qui est passée par là aussi. D'accord. J'ai rejoint donc la tribu ouais, Donc on est quoi, fin 2021 là? ouais, 2021. Ouais, 2021. Et en fait, je me suis dit, bah, faut vraiment que je trouve des entrepreneurs un petit peu comme moi ou avec qui je peux réseauter, apporter aussi mes compétences, donner et prendre en fait. Vraiment trouver cet esprit communautaire et bienveillant. Honnêtement, j'avais du mal parce que j'en ai fait des clubs business. C'était très très compliqué. Et là, bah, je me suis dit, C'est-à-dire, alors du coup, moi ça m'intéresse ça. Quel bah, club, entre guillemets, dans quel club tu as pu naviguer et quel est ton ressenti? Qu'est-ce qui se passe? c'était surtout des communautés un peu, soit des groupes, mais privés, qui étaient soit sur Facebook ou voilà, sur ce genre de choses, Ouais. où au final, il y avait soit trop de monde, Francophone, toujours? ouais, francophone, ouais, ouais. Soit il y avait trop de monde et c'était un bordel sans nom et enfin, c'était impossible de s'y retrouver. Ouais. Soit c'était un peu mieux structuré, mais au final, c'était très, entre guillemets, il y avait ceux qui avaient déjà réussi, qui restaient dans leur petit coin, et les petits nouveaux, bon, en gros, ils parlaient entre eux, mais personne ne leur répondait. Il n'y Ok. avait pas ce côté voilà, échange, tout le monde échange avec tout le monde, et honnêtement, ça me décevait pas mal. Ouais, Euh, c'est la taille du truc qui fait ça, tu penses? Ouais, je pense que de toute façon, plus il y a du monde et moins il y a de barrières à l'entrée, plus ça devient la foire et au final, il y a tout le monde et enfin, ça n'a aucun intérêt. Ok. Euh, et c'est vrai que je cherchais sur YouTube un petit peu d'autres groupes et je suis tombé sur une de tes vidéos Ok. qui parlait de la tribu et tout de suite, je te suivais depuis longtemps déjà et tout de suite, ces valeurs, ça m'a vraiment plu. Ce côté vraiment, entre guillemets, famille business où c'est plus qu'un club en fait. C'est vraiment, on s'aide tous ensemble, la communauté est vraiment mise en avant. Et je me suis dit, je peux trouver potentiellement pourquoi pas des clients à la base, mais au moins des gens déjà qui partagent la même vision du business. Et après, pourquoi pas, si des gens sont intéressés par mes prestations, pourquoi pas collaborer avec eux par la suite. Mhm. Donc j'ai mis ça en place. Ça a plutôt bien marché parce que j'ai trouvé de jolis contrats grâce à la tribu, des recommandations aussi grâce à la tribu. Donc ça, c'était vraiment top. Et Ouais, souvent, j'allais te le dire, hein. Dans tous les cas, effectivement, il y a certainement des gens qui vont avoir besoin de tes services, mais il y a aussi des gens qui vont pouvoir te recommander naturellement à d'autres gens, quoi. c'est ça, j'ai pu travailler avec des gens, genre jamais pensé pouvoir travailler, par exemple Roger Lannoy, par exemple. J'aurais jamais pensé pouvoir travailler avec Roger Lannoy. Et ça, c'est grâce à la tribu. Donc c'est vrai que c'est vraiment un énorme plus. Et rien que pour ça, un grand merci encore. Ouais, c'est beau, Euh, hein? ouais, Effectivement, dans la tribu, on a la chance d'avoir un réseau qui s'étend de plus en plus. On reste petit, on doit être 70 aujourd'hui, je pense. 60-70, avec, je dirais, 40 personnes qui sont vraiment actives. Et on a des entrepreneurs qui ont grandi maintenant depuis 2019. On a des entrepreneurs qui ont développé leur réseau, qui ont développé leur portée, qui ont développé leur clientèle. Donc moi, j'avais déjà fait beaucoup de réseaux, mais on a aussi des membres qui sont devenus des leaders sur leur marché, des leaders dans leur réseau aussi. Et donc, effectivement, on a l'opportunité, bon, travaille, si tu prends la tribu et tu dis la tribu travaille avec, ouais, on travaille avec, je sais pas, Franck Nicolas, Alexandre Gormand, Roger Lannoy, bientôt Tony Robbins, quoi. Tu sais. il y a du beau monde, hein. C'est un beau portefeuille de référence. C'est vrai, c'est C'est vrai. On l'oublie parfois, on l'oublie. Tu as bien raison de le c'est pour préciser. ça, voilà, je le mets en avant. Ouais, c'est cool. Et puis, en plus de la tribu, je me suis mis un petit défi, on en avait parlé d'ailleurs. En fait, j'ai fait une liste de personnes que j'aime suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où j'aime le contenu. Et je me suis dit, les contacter directement pour me présenter. Vraiment quelque chose de simple. Généralement, je faisais un petit mail, call mailing super simple, ultra court, avec une petite vidéo longue d'une minute, présentation rapide. Et ça marche super bien, ça. J'ai eu des taux de réponse, peut-être 80% de réponse
Mais c'est pas mal. Ce qui est énorme sur de la prospection. Alors, ça n'a pas débouché à chaque fois sur des contrats, loin de là, mais au moins, j'ai attiré leur Déjà, tu as eu attention. une réponse, ouais. J'ai eu une réponse déjà. Donc, Dis ça à tous ceux qui prospectent sur LinkedIn et qui envoient des milliards de messages ou leur laissent des ouais, vues. moi, j'ai vraiment fait très peu de messages, mais vraiment ultra qualifiés, Ouais, de vraiment toute façon, c'était, ciblés. c'était, c'était ma vision, hein. C'est vraiment la stratégie que je t'avais recommandée aussi parce que Mm. pour moi, en fait, c'est simple. Tu es freelance, tu es prestat de service. Tu peux pas avoir 100 clients. T'en veux 10 de plus, max, et hyper quali. Et des gens, justement, c'était l'idée avec qui tu as envie de bosser. C'est ça. Donc, bah, il fallait faire peu, il fallait faire bien, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai appliqué les conseils à la lettre. Et puis, par la même occasion, on avait un projet avec un autre ami entrepreneur qui en même temps était, on était assez proches dans notre évolution. Et on s'est dit un jour, ben, pourquoi, on travaillait de manière un peu officieuse ensemble. Voilà, on se déléguait des tâches, etc. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler aussi ensemble et créer vraiment une structure. Mhm. Donc, on a monté une agence ensemble, l'agence Redac Lab, en copywriting et en automatisation de business. Et ça s'est bien tombé aussi parce qu'au final, j'ai pu avoir de nouveaux clients grâce à cette agence et des jolis clients, des super projets. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment voulu mettre l'accent en 2022 sur ne plus être dépendant de Comop, continuer à développer mon activité sur Comop, ça, il n'y a pas de souci, c'est une super plateforme et je continue à être dessus, mais aussi avoir d'autres cordes à mon arc et d'autres possibilités. Et ça passait d'une part par du réseau externe avec la tribu, mais aussi monter une autre structure avec l'agence qu'on est en train de fonder. En combien de temps, du coup, tu réussis à choper les premiers clients hors de Comeup et la répartition des revenus, du coup, un an après, ça donne quoi? Euh, alors, les premiers clients, ça arrive assez rapidement, parce que j'ai vraiment lancé une bouteille à la mer au début Ouais. pour avoir mes premiers clients. Donc, peut-être au bout d'une semaine, j'avais déjà signé des contrats. Et tu te rends compte, à ce moment-là, il y a une croyance qui saute quand même, non? Ouais, ça débloque pas mal d'idées qui étaient dans ma petite tête À à ce 2 ans que tu n'as moment-là. pas prospecté, tu te dis ce serait quand même bien d'avoir d'autres sources de revenus. Tu envoies 3 emails, tu fais un contrat, tu dis bon, peut-être que j'aurais pu le faire avant, quoi. Peut-être qu'il y a plein de trucs à faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, vaut mieux tard que jamais, c'est sûr, mais j'aurais pu Ouais. effectivement le faire avant. Ça, c'est assez vite développé à ce niveau-là. Euh, à savoir que ouais, début 2022, je devais être à 95% sur Comop et 5% en externe. Donc c'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Et là, début 2023, on doit être à peu près à ouais, les 50-50 à peu près. Et je pense que d'ici fin 2023, ce sera du 75-25, quelque chose comme ça. C'est ce que je voulais faire. Et pour le moment, ça suit son petit bonhomme de chemin. Ouais, très bien, super. Tu as fait une autre transformation également. Donc, tu as fait beaucoup de fiches produits e-commerce à l'époque de 5euros.com de Comap. Et ensuite, justement, quand tu cherches ces clients un peu idéaux, tu veux t'ouvrir à autre chose que de l'e-commerce et donc rapprendre, entre guillemets, un nouveau métier ou en tout cas de nouveaux secteurs d'activité. Donc, grosso modo, passer de la rédaction e-commerce pour de la rédaction plus copywriting, email, infoprenariat, vente de services, vente de SaaS, etc. Mhm. C'est quoi les barrières à casser à ce moment-là et comment se passe, encore une fois, cette transition vers de ce nouveau secteur d'activité? Alors, c'est vrai, alors ce genre de prestation, je le proposais déjà un petit peu sur Comop. Alors, c'était clairement pas le gros du CA, mais j'en proposais un peu. Donc, j'avais déjà un petit peu l'habitude de faire des emails, etc. D'accord. Euh, et au début, j'avais aussi par rapport à mon ami dont je parlais sur l'agence, il me confiait des tâches pour des clients à lui. Donc, ça pouvait être des emails, ça pouvait être des pages de vente, des pages de capture. Donc, je savais déjà le faire. C'est Ok. juste qu'au final, pour mes clients, je ne le faisais pas. Mais je le faisais en externe. Ok. Donc, il n'y avait pas trop de barrières. Alors, effectivement, il y a toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que j'en ai pas non plus, j'ai pas fait non plus 15 000 pages de vente. J'ai pas généré avec un seul texte des centaines de milliers d'euros, c'est sûr. Mhm. En fait, j'ai repris ma technique fiche produit. Je l'ai remis continuer d'apprendre, en fait, me former, continuer de mettre en pratique et apprendre pendant que je fais des textes. Euh,
Et au final, j'ai jamais eu de retour en me disant, oh, c'est quoi ce texte? Enfin, parce que je sais en même temps que ce que je rends, c'est quand même quali. Il y a quand même 5 ans, mine de rien, parce que même si c'est du copywriting e-commerce, ça reste du copywriting. Et il y a quand même des leviers qui sont les mêmes. Donc la base y est, en fait. C'est juste un petit peu le fond qui va changer un petit peu. Mais au final, les bases sont là. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est quoi le prochain objectif, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue financier là, pour le mois à venir? J'aimerais bien taper déjà un mois à 10K. Ça aussi pour me faire sauter une barrière, comme quoi c'est possible de faire Ouais, 10K parce sur qu'effectivement, là, du coup, ça fait à peu près 2 ans que tu gravites entre ça. 3 et 5 6 000 balles, quoi, c'est Ouais, ça? pour prendre des termes boursiers, je suis dans un range et je fais. Je suis comme C'est des- ça. Donc, mais après, entre guillemets, ça me va parce que honnêtement, je travaille pas non plus des masses et ça me va parce que voilà. Mais j'ai quand même envie de faire de passer à l'étape supérieure. Mhm. Donc, je pense que ça va être possible via l'agence, via mes clients en externe aussi. Donc, il y a tout qui est mis, en fait, il y a tout qui est mis en place. Il n'y a plus qu'à maintenant se déchirer, tout donner et puis pour avoir les résultats que j'ai envie d'avoir. La stratégie, c'est quoi? Vendre plus, des produits plus chers? Comment est-ce qu'on va les atteindre? Ouais, je pense que ça va être surtout de faire des prestations avec de l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens veulent pas qu'une prestation clé en main et au final, on lui donne terminé. Ils veulent vraiment qu'il y ait ce côté expertise avec travailler sur l'offre, lui donner des conseils sur comment faire évoluer l'offre par rapport à son client type. Et vraiment l'accompagner de A à Z, en fait, tout en mettant de la prestation. Donc c'est vrai que on tend vraiment à ça, en tout cas. Euh, Du done for you. ouais, au maximum, en tout cas. Au Hmm. maximum. Ok, très intéressant. Bah écoute, félicitations pour cette transition qui Merci. était pas facile. Je sais que tu as un peu chié dans ton froc quand il a fallu se lancer, quand il a fallu passer les différentes étapes, et c'est normal. C'est des étapes qui font peur, mais tu as quand même réussi à, bah, mine de rien, à faire ton bout de chemin, à développer un business avec un canal de trafic, à le masteriser, à le pérenniser, et puis ensuite de prendre j'allais dire prendre ton départ, prendre ton envol et voler de tes propres ailes à travers ton propre trafic. Donc c'est top. Aujourd'hui, l'agence, elle vend les mêmes prestations que vous faisiez déjà. Elle vend des prestations supplémentaires que tu faisais pas. C'est quoi la force d'être à deux? Alors, pour répondre sur la force d'être à deux, déjà, c'est que la partie commerciale est beaucoup plus gérée par mon ami. Ouais. Puisque c'est quelque chose où, honnêtement, je le fais, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Et Donc, lui, pour le voilà. coup, par contre, il est meilleur Voilà, lui, là-dedans, il voilà, prend du lui, plaisir. il adore ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est du copywriting, voilà, faire de la copie, 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 copie. Donc, à ce niveau-là, c'est parfait. Et pardon, la deuxième question, c'était. Les services que vous proposez, Ouais, que vous vendez, est-ce que c'est les les- mêmes? Est-ce que vous avez étendu la gamme? Non, c'est globalement, il y a quasiment rien qui est en lien avec ce qu'on propose sur ComUp. C'est vraiment de la prestation vraiment beaucoup plus premium avec un accompagnement, avec des pages de vente. Par exemple, des pages de vente, je ne propose pas sur ComUp. C'est pour ça que des gens me disaient, mais en fait, tu fais pas de page de vente. Si, mais pas sur ComUp en fait. C'est Ouais. juste que ce type de prestation, j'ai pas envie de le faire sur ComUp. Je veux vraiment faire des prestations assez rapides qui me prennent au maximum une journée et au moins c'est terminé et voilà. Alors qu'en agence, on est vraiment plus sur de la vision long terme. On accompagne des clients sur la rédaction, par exemple, de newsletters, sur des lancements de produits, etc. Et c'est pas uniquement une petite prestation en one shot et puis ensuite ciao. Il y a vraiment cet accompagnement sur le long terme et c'est aussi à ce quoi je voulais tendre. Parce que faire des prestations one shot, c'est cool. Mais à un moment, c'est vrai que quand ça fait 5 ans qu'on en fait, à un moment, on tourne un peu en rond et on a envie de passer un peu à autre chose. Donc voilà. Ouais, tu dirais du coup que c'est un peu les points noirs, les points négatifs. On choisit pas ses clients à travers les plateformes de Ouais. microservices. On fait souvent des trucs qui sont très redondants. Quand tu as eu ton winner ton winner, c'est le cas de le dire, sur les produits, sur les fiches produits e-commerce, bah, tu fais que ça et les journées se ressemblent un peu Ouais. aussi. Je dis ça, mais par exemple, on parle de winner sur mon produit, mais il y a une époque où c'était les mêmes produits dropshipping qui tournaient en boucle. Et, Tu faisais et- les mêmes et- fiches produits. alors, je les changeais à chaque fois. C'est ma constance pro. Je faisais des textes à chaque fois, mais il m'arrivait de faire dans la semaine 5 fois le même produit. Et ouais, c'est peu épanouissant, honnêtement. Ouais. Alors que là, maintenant, on choisit vraiment avec qui on travaille sur des niches bien spécifiques, donc plus typé bien-être, par exemple. Et vraiment, on est sur des niches vraiment. Et
voilà, on apporte une expertise parce qu'au fur et à mesure des mois qui passent, on devient de plus en plus précis et de plus en plus expert de cette thématique. Et ça permet de proposer des prestats toujours plus quali. Ok. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses en ce moment? Il y a beaucoup de devenez copywriter. Il y a beaucoup de gens qui disent qui sont devenus formateurs un peu dans le copywriting. Beaucoup d'élèves de Stan ou d'autres formations qui se disent, ben voilà, lancez-vous en prestat et devenez copy. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette vague un peu de devenez copywriter? Et c'est quoi les conseils quand on veut devenir copywriter indépendant aujourd'hui que tu peux donner? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se lancent en copywriting, mais vraiment, il y en a même trop, honnêtement. Il y a des centaines de personnes qu'on peut voir sur LinkedIn, sur les réseaux, qui se disent copywriter pro, et au final, c'est assez compliqué parce que je pense que les formations sont super bien, des retours en tout cas que j'ai eu des gens, mais là où ils n'arrivent pas, c'est au final, la base, c'est créer un business autour de cette compétence. Mhm. Et au final, ils ont beau avoir toutes les cartes en main, s'ils ne savent pas créer un business, comment monétiser une offre, aller chercher du client, ils restent dans leur coin à être copywriter pro et au final, ça n'avance pas. Donc, moi, les conseils que je donnerais, je ne vais pas me faire des amis avec les formateurs, mais c'est pas grave. Non, en gros, je pense que le plus simple, c'est vraiment de regarder, d'être curieux et de regarder des pages de vente, de bouffer de la page de vente, des emails. Moi, par exemple, ça fait depuis 2017, j'ai une adresse email spam où je suis abonné à 3000 trucs dans le monde entier. Et quand j'ai un temps libre, je vais regarder, je regarde un petit peu ce qui se fait, les mails, les différentes tournures. Et rien que ça permet d'avoir plein d'idées. Après, je crée un dossier où je mets plein d'idées en vrac. Et comme Mhm. ça me permet, tout en mettant après mon style par-dessus, mais d'avoir des idées, des concepts auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Donc ça, je pense que c'est vraiment une très bonne technique pour se former dans le copywriting. C'est vraiment, évidemment, on ne peut pas, on ne plagie pas, mais de s'inspirer, en fait, de regarder ce qui marche, pourquoi ça marche, surtout comprendre pourquoi ça marche. Business de façon globale, hein. Il n'y a pas qu'en copywriting, hein. Moi aussi, j'ai ça avec des filtres. Tout simplement sur Gmail, vous pouvez mettre des filtres et vous faites arriver les emails directement dans certains dossiers. Et puis, tu C'est as, par exemple, je sais pas, les meilleurs objets d'email du top 10 des marketeurs américains dans ta boîte email. Point. c'est Tu ça, veux c'est envoyer ça, un email, tu t'as qu'à piocher, quoi. Tu c'est veux des ça. idées de comment mettre en avant des emails pour les soldes sur ta boutique commerce? Eh bon, t'as qu'à ouvrir la boîte email, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, de mon côté, je peux créer des structures de A à Z parce qu'au bout de 5 ans de copywriting, évidemment que je suis capable de créer des structures. Mais en fait, c'est plus le côté inspiration. En fait. C'est Mhm. vraiment avoir toujours ce qui se fait et pas rester dans mon coin à faire que, en fait, de connaître que mon copywriting à moi. J'ai vraiment envie de Exact. m'exposer aux autres, de regarder. Alors, des fois, il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf, mais des fois, il y a des choses vraiment, vraiment géniales. Et voilà, je me nourris de ça. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Quitte à écrire des mails dans son coin tout seul, mais simplement pour faire fonctionner le cerveau et comprendre un peu comment on rédige un mail, quels sont les leviers à utiliser, jusqu'à se trouver en fait son style à soi. Et Mhm. c'est vraiment, je pense, les deux méthodes. Il n'y a pas besoin de passer des heures à bouffer de la théorie, de la théorie, de la théorie, de la théorie. À un moment, la pratique, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, et voilà. C'est vrai que c'est pas le plus gratifiant, mais quitte à travailler au début, tout au début, gratuitement pour une personne vraiment qu'on adore et on a envie, on lui propose quelque chose, au moins voir si ça plaît. Et après, Mhm. ça permet, rien que pour le petit boost de confiance, déjà, quand tu as un retour positif, tu te dis, ouais, Mhm. c'est bon, je peux me lancer. Donc voilà, ce seraient les conseils que je donnerais à des gens qui veulent se lancer dans le copywriting. Mettre des fois un peu de côté la théorie et surtout privilégier la pratique et le travail, le travail, le travail et go. That makes sense, hein? Est-ce que ça te fait pas peur demain de plus avoir le revenu un peu safe que tu as depuis 2 ans de ComeUp? Non, au final, parce que là, Ça y est, t'es prêt ouais, en maintenant? fait, il commence à diminuer naturellement parce que je suis beaucoup moins présent. Donc, et ça augmente de l'autre côté. Donc, en fait, c'est des vases communicants. Tu Donc, te prépares. c'est ça. Non, là, puis, de toute façon, mon but, c'est pas d'arriver à zéro sur Comop, hein. Donc, je sais que j'aurai toujours de l'argent qui rentrera. Euh, et puis voilà. Mais non, non, ça, c'est pas un souci. D'un point de vue vie perso, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as retrouvé ta joie de vivre? Est-ce que ta Ouais. famille l'a vu? Quand est-ce que tu as dit à ton entourage que tu étais entrepreneur et que tu lançais un projet, que tu allais quitter ton boulot? Comment ça s'est passé tout ça?
Au début, c'était un peu l'incompréhension, même si les gens voyaient que je n'étais pas ultra joyeux, épanoui dans ma vie du moment. C'est surtout que quand tu dis, ouais, bon, je vais devenir copywriter en me lançant sur 5euros.com alors que tu as un CDI, bon, le regard des gens, voilà, c'est le plus dur, je pense, à affronter au début. Ok. Euh, mais bon, après, j'étais confiant et j'avais mon idée avec mes œillères et hop, Ouais, ça faisait 3 mois que tu gagnais 1000 balles, tu avais gagné ton ouais, challenge perso, c'était je me ok, suis dit, quoi. au pire, voilà, au pire, trouverai un autre taf à côté. Enfin, voilà, c'est pas grave. Là, je me lance et puis c'est parti. Donc, non, à ce niveau-là, c'était pas, il n'y avait pas vraiment enfin, en tout cas, de mon côté, il n'y avait pas de doute. Après, mon entourage, sûrement, avait des doutes. J'ai réussi à les balayer assez rapidement, heureusement. Mais oui, après, c'est normal, hein. Quand on quitte un CDI, un peu la planque, avec son plan-plan quotidien et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, forcément que ça peut faire peur. Mais non, ça va. J'ai pas eu à ce niveau-là. Dans tous les cas, ouais, tu t'étais fixé un objectif qui était financier. Tu as mis 1 an avant de l'atteindre. T'as pas hésité à ce moment-là de quitter ton boulot. C'était le plan était là, tu étais au bout. Allez, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Puis une fois que tu sais, je me suis dit, je saute de l'hélicoptère, puis au pire, il y a le parachute, et puis voilà, mais on se lance, on y va, et puis on verra bien où ça nous mène. Du coup, au départ, c'était le nomadisme digital qui t'avait beaucoup inspiré. Quand est-ce que tu as commencé un peu à en profiter? Est-ce que tu as voyagé? Euh, Raconte-nous un peu ce que ça a changé dans ta vie perso. Ah bah niveau vie perso, ouais, bah, il y avait toujours cette optique de pouvoir travailler n'importe où. Alors j'ai pas envie de faire du nomade digital à fond, c'est-à-dire sur un an complet. Ce que j'aime bien, c'est faire un mois à l'étranger, revenir un peu à Lyon, voir mes amis, ma famille, repartir un mois, etc. Donc là, c'est un luxe qui n'a pas de prix, honnêtement. Donc ça me rend déjà très heureux parce qu'en fait, ça me casse ma routine. Une routine ne peut plus s'installer, en fait, c'est plus possible. Parce Hmm. que dès que ça commence à s'installer, en fait, je suis ailleurs. Donc ça, c'est automatiquement brisé. J'ai pu aller, j'ai fait pas mal de pays, hein. Depuis 2020, bon, il y a eu le Covid malheureusement, mais j'étais au Maroc quand il y a eu le Covid, avec la fermeture des frontières, donc bloqué là-bas. Il y avait pire, hein. Il y avait pire, mais j'étais au Maroc, j'ai fait l'Asie avec le Japon et la Corée. J'ai fait pas mal de pays en Europe de l'Est et en Europe centrale, la Hongrie, la Roumanie, etc. Donc non, j'ai bien bourlingué. Euh, Là, mon prochain objectif, c'est enfin de me poser quand même un peu plus. Il y a encore un gros voyage au Mexique, normalement. Et puis ensuite, je vais me poser, je pense, soit en France ou en Europe de l'Est, que je commence à avoir un bon petit réseau en Roumanie aussi. Donc, pourquoi pas en Roumanie. Mais c'est vrai que ça m'a offert, en fait, ce que je chérissais le plus, en fait, la liberté. De pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Et puis, de plus, voilà, être entre guillemets prisonnier, de plus avoir le contrôle sur ma vie en fait. C'est ce qui me faisait le plus peur et j'ai réussi à enlever ça, donc c'est parfait. C'est quoi les perspectives de futur? Qu'est-ce que ça change pour Jordan dans 10 ans? Cette, ces 2 ans d'entrepreneuriat là, qu'est-ce que ça change comme perspective de futur pour le Jordan dans 10 ans? Hum, de se dire qu'en fait tout est possible. En fait, je pense qu'il y a aucune limite sur Internet. C'est vraiment le business en ligne, c'est vraiment ouais, il y a aucune limite. Donc il faut pas s'en mettre. C'est bien d'avoir des objectifs. Moi, j'aime pas avoir des objectifs non plus trop longs. J'ai vraiment envie d'avoir voilà, des objectifs maximum 6 mois, essayer de les atteindre, enfin de les atteindre même, et puis ensuite recommencer, répéter, répéter, répéter. Donc dans 10 ans, je ne peux pas vraiment te dire où c'est que j'en serai, mais en tout cas, c'est beaucoup plus. On peut en tout cas attaquer le futur, parce que c'est vrai que là en ce moment, il y a pas mal de trucs, la conjoncture actuelle, voilà, ça peut faire peur à pas mal de monde. Et honnêtement, je me sens vraiment détaché de ça, en fait. Hmm. J'ai l'impression que ça me passe au-dessus. Alors peut-être que je ne devrais pas, hein, mais je me sens plus vraiment concerné par ça. En fait, je me sens vraiment dans mon petit monde. En fait, je me suis façonné un monde, le monde que j'avais envie d'avoir. Je me suis façonné. Et puis voilà. Je vis dans ce petit monde, dans ce petit écosystème. Et puis je me laisse un peu porter en ayant des objectifs. Donc c'est un peu l'idée principale, mon motto dans ma vie actuellement. Contrairement à beaucoup de gens, toi, l'idée, c'est pas de faire des millions. Non. T'as pas été attiré par ces dropshippers qui te disent ah, vous allez gagner des millions et acheter des grosses Ouais. Lamborghini. Euh,
alors, je pense que tu as aussi des objectifs de croissance et de te Bien dépasser. On sûr, le disait tout à bien, l'heure, tu veux aller bien chercher sûr. les 10, puis après, tu voudras aller chercher certainement les 20, etc. Clairement, Mais clairement. qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce truc de business en ligne? Et puis, faire comprendre un peu aux gens aussi qu'il n'y a pas que des gamins de 22 ans qui ont envie de gagner des millions, qui travaillent sur Internet et qu'il y a tout un monde derrière, quoi. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a surtout ce côté américain avec le hustle, 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 où il faut se lever à 5 heures, prendre des douches froides et travailler 25 heures par jour et pas dormir. Ouais. C'est Moi, pas c'est trop pas ta du tout. cam à toi. Ouais. Ouais, c'est pas trop comment je visualise. Après, je respecte, y a pas de souci, hein, mais c'est pas du tout comment je visualise en tout cas ma vie. Moi, ma vie, c'est de travailler 4-5 heures par jour, de faire un truc qui me plaît, et voilà, quitte à mettre un peu de côté le chiffre. Pour moi, la liberté est beaucoup plus importante que le chiffre d'affaires. Le but, évidemment, c'est de trouver l'équilibre parfait entre les deux et faire croître, évidemment, l'entreprise. Mais ce sera clairement pas au détriment de ma liberté et de mon bien-être perso. Après, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis peut-être naïf et je vis dans mon petit monde où tout est idyllique. Mais voilà, je vois les choses comme ça, moi. Ça fait 3 ans maintenant quand même que tu vis dans ton petit monde et que ça se passe bien. Ouais, ça va, ça va. J'ai pas à me plaindre. Bon, on te souhaite beaucoup de réussite et de plaisir, en tout cas dans les mois et dans les années à venir. Merci d'être venu partager ton expérience. Il y a tes réseaux qu'on va mettre juste en dessous parce que ça y est, maintenant, tu as des réseaux, Ah tu es ouais, visible. je suis sorti de ma tanière. T'es sorti de ta tanière. Tu vas justement continuer à développer un peu la prospection, aller chercher de nouveaux clients dans les mois à venir. Euh, donc, bah, allez-y, vous pouvez envoyer un message à Jordan si vous êtes intéressé par son profil de copywriter ou savoir comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble. Dernière petite question d'ailleurs. Bah, la tribu, du coup, tu disais que tu étais rentré dans des clubs et que ça t'avait pas plu parce qu'il y avait beaucoup de monde ou qu'il n'y avait pas cette mise en relation de tout le monde. Aujourd'hui, ça fait 2 ans presque, à mon avis, que tu es dans la tribu. Retour d'expérience, qu'est-ce que tu en as pensé? Pourquoi est-ce que c'est cool? Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Je pense que c'était une des meilleures décisions de mon parcours d'entrepreneur. C'est Non, beau. non, non, mais c'est vrai, parce que en fait, le truc qui me manquait, c'était que vraiment j'étais le solopreneur typique, où je faisais tout dans mon coin, j'avais mes doutes, mais je restais dans mon coin en fait. Hmm. Et le simple fait de m'ouvrir au monde et de voir que en fait, je suis largement loin d'être seul à vivre ça actuellement et de pouvoir échanger aussi bien les défaites, parce que des fois il y en a, des échecs, mais aussi les victoires et d'échanger avec tout le monde et qu'il y ait vraiment ce côté bienveillant, avec tout le monde a le même objectif et s'entraide, c'était vraiment quelque chose qui était très important, encore plus quand on se lance, je pense. On a vraiment besoin d'avoir un peu ce backup derrière. On se dit, allez Jordan, tu peux y arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé. Ce côté, bah, comme on aime le dire, ouais, famille, en fait. C'est une petite famille où on est tous ensemble, on discute aussi bien sur WhatsApp, on peut se voir des fois en physique aussi. Euh, donc c'est vraiment ce côté-là qui me plaît le plus. Et si les gens actuellement se disent, ouais, je suis dans mon coin, alors peut-être que je réussis très bien, mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'être dans mon coin, j'aimerais échanger avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, la même vision de l'entrepreneuriat, la tribu, c'est juste top pour ça. Mais merci Jordan pour ton retour d'expérience. C'est un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer des entrepreneurs comme toi et de partager. Moi, j'ai vraiment cette vision, hein, la vie, c'est un espèce de long fleuve comme ça, qui n'est pas tranquille, et de pouvoir rencontrer d'autres gens qui viennent sur mon bateau, qui sont sur leur bateau à côté, et puis qu'on fasse des aventures ensemble. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment le kiff. Enfin, moi, je visualise vraiment ça comme ça. Et pour moi, la tribu, c'est ce vecteur-là. C'est ce vecteur social, c'est ce vecteur de vie en communauté, de vie en groupe. Et donc, je suis très content de savoir que ça a pu avoir un impact sur ton parcours. Bien évidemment, le lien de la tribu juste en dessous. Peut-être que d'ici là, on a réouvert les portes au moment où on publiera cette vidéo. Si c'est le cas, profitez-en et rejoignez-nous. Et si ce n'est pas le cas, mettez-vous sur la liste d'attente et on communiquera quand les portes de la tribu seront ouvertes. Cette année, Jordan, on aura 2 événements physiques en immersion en République dominicaine. La Garden Party en fin d'été. On se donne rendez-vous là-bas si on ne se voit pas avant. Avec plaisir, avec plaisir. Merci tout le monde. Merci Jordan d'avoir partagé ton expérience. Et on se dit à bientôt. Tous les liens sont dans la description.
À bientôt.